Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de parler de l'action Netflix, sachant que la saison des résultats vient de commencer en bourse. On avait fait il n'y a pas longtemps Taiwan Semiconductor et là on va se faire Netflix avant la semaine prochaine où on va avoir beaucoup de publications clairement avec toute la big tech notamment aux États-Unis. Et la saison des résultats commence bien avec notamment Netflix qui est annoncé en pré-marché à plus 14%. Netflix, c'est une entreprise dont on a déjà parlé sur la chaîne il y a pas mal de temps. J'avais construit d'ailleurs une position avec un prix de revient unitaire à l'époque à 277 $, notamment ici mi-2022 quand personne ne voulait de l'entreprise. D'ailleurs, on verra plus tard dans les valorisations qu'effectivement elle était beaucoup moins chère qu'aujourd'hui. Mais par contre, je m'en étais séparé tout simplement parce qu'à l'époque, j'étais en train d'acheter pas mal de Tesla et de SoFi. Et c'est d'ailleurs aussi à ce moment-là que j'avais acheté une option d'achat qui clairement me récompense aujourd'hui. Et je mettais aussi pas mal d'argent à l'époque sur SoFi de la même façon. Donc c'est pour ça que, vu que j'avais que 5 actions sur Netflix à l'époque, je m'en étais quand même séparé parce que c'était une trop petite position et comme je voulais rationaliser mon portefeuille et que je voyais des meilleures opportunités sur lesquelles je me voyais plus renforcé que Netflix, eh bien j'avais fait ce choix-là. Cependant, c'était une belle entreprise, vous l'imaginez, si j'avais accepté de la rentrer en portefeuille et ceux qui l'avaient rentré à l'époque et qui l'ont conservé, ben bravo à vous. Je vous retrouve directement dans le document financier publié pour donc le nouveau trimestre de résultats qui vient d'être partagé par Netflix. Je voulais d'abord vous montrer rapidement le chiffre d'affaires qui est clairement en train de monter ici sur 12 mois glissants. Il a fait plus 16% ajusté au taux de change. On parlera d'ailleurs des taux de change un petit peu plus tard. Et vous voyez quand même qu'on est passé de 33 à 39 milliards de chiffre d'affaires. Pour une entreprise, hein, si on va regarder directement, qui pèse avant l'ouverture, donc elle pèsera un petit peu plus une fois qu'elle aura fait plus 14%, à 371 milliards de dollars. Donc c'est quand même une grosse capitalisation et d'ailleurs on voit déjà qu'elle a un prix par rapport au chiffre d'affaires à pas loin de 10. Donc clairement on est sur une valorisation un peu élevée et on va voir si elle peut le justifier. Au niveau des coûts de production, on voit que ça pèse quand même pas mal et c'est évident puisqu'il va falloir produire tous les shows, etc. Pour rappel, Netflix, même si je pense que tout le monde connaît, les personnes payent un abonnement pour avoir accès à des séries, du contenu, etc. sur les télés, tablettes, téléphones. Donc voilà, c'est un créateur de séries, de films, de contenu et les personnes payent un abonnement mensuel pour y avoir accès. Au niveau des marges, on peut d'ailleurs les regarder de suite, on voit que c'est un business qui a quand même des marges brutes qui se baladent depuis quelques trimestres, voire même quelques années autour des 40%, donc c'est pas négligeable et on voit que la marge nette s'est bien améliorée. Et ça, vous pouvez le recalculer évidemment directement dans les documents financiers avec les bénéfices ici qui sont largement positifs. L'entreprise gagne de l'argent, il n'y a pas de souci. Alors on va d'abord aller voir tout ce qui a été annoncé par l'entreprise et ensuite on reviendra voir évidemment tout ce qui est cash flow, bilan comptable, mais on va garder le reste des chiffres pour un petit peu plus tard. Cependant, je voulais vous parler de suite de la croissance. Et c'est pour ça que je vous ai d'abord montré le compte de résultats. Donc on retrouve la croissance de 16% sur le chiffre d'affaires en 12 mois glissants. Ils ont eu aussi une belle augmentation au niveau du nombre d'abonnés. Ils ont maintenant passé les 300 millions d'abonnés, donc c'est clairement pas négligeable. Cependant, on va voir un petit peu plus tard, remarque on peut déjà y aller maintenant, au niveau de la croissance, clairement, elle a lieu différemment dans différentes zones géographiques. Vous voyez qu'on a toujours entre 4 et 7% de croissance au niveau du chiffre d'affaires aux États-Unis et au Canada depuis quelques trimestres. Ensuite, en EMEA, donc c'est Europe, Middle East et Afrique, là on est globalement autour de 0, on a fait moins 1%, 0, puis là on vient de faire 3%. Au niveau de tout ce qui est Amérique latine, on est en très forte hausse en monnaie locale. Cependant, vu que le dollar est très fort, regardez, on est en baisse si on ramène ça en dollars. Et je vous avais dit qu'on reparlerait un petit peu des taux de change, puisque ce business va être impacté par ça, et vous le voyez ici. Et par contre, ensuite, en APAC, donc Asie-Pacifique, eh bien on est clairement en baisse. Donc voilà, ils ont une belle croissance, mais en fait, cette croissance, elle passe certes par l'augmentation du nombre d'abonnés, mais aussi et surtout par l'augmentation des prix de leur abonnement. Et ils arrivent à augmenter leur prix sans perdre des abonnés pour l'instant. Et ça, je vous le montre ici. Ils ont annoncé qu'ils allaient encore monter leur prix aux États-Unis de 15 $ à 17 $ sur le plan standard. Et on se rappelle d'une époque où ça coûtait 6-7 $ le mois à ses débuts. Ensuite, au niveau du plan par abonnement, il passe de 6,99 $ à 7,99 $. Et si vous avez remarqué, le plan standard qui était à l'époque à 8-9 $ ou euros, lui, il a disparu. Il a quand même pris 5 $. Donc l'entreprise augmente son chiffre d'affaires clairement en augmentant le prix de son abonnement. Et ils ont annoncé qu'ils allaient aussi augmenter leur prix au Canada, au Portugal et en Argentine.
Argentine. Ils ont annoncé ça dans ces derniers résultats. Au niveau des prévisions, puisque la direction nous en donne, on voit qu'ils nous annoncent une augmentation du chiffre d'affaires sur 2025 autour de 12 à 14% et de 14 à 17% si on ne prenait pas en compte les taux de change. Et donc là, ce que Netflix est en train de nous dire, sans trop nous le dire, c'est qu'ils pensent que le dollar va rester très fort, voire même devenir encore plus fort par rapport à toutes les autres monnaies. Une autre stat que je voulais vous montrer qui est assez impressionnante pour moi, au niveau notamment de la rétention. Vous voyez qu'ils annoncent que les utilisateurs en moyenne passent 2 heures par jour sur leur service. Alors j'imagine qu'on n'est pas tous clients de ce service. Moi, le premier, c'est vrai que je consomme pas trop de contenu sur la télé et je consomme beaucoup plus sur YouTube, etc. Et d'ailleurs sur YouTube, juste avec les podcasts, je dois être clairement à plus de 2 heures par jour, notamment en sport, en déplacement, etc. Je suis en apprentissage permanent et je paye d'ailleurs YouTube Premium. On parlera pas de Google ici, mais je pense que Google fait partie des concurrents de Netflix, au-delà de Disney et des télés standards. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui consomment du YouTube pour de l'apprentissage, mais il n'empêche qu'effectivement, les humains passent une grosse partie de leur temps à écouter ou à consommer du contenu. Et donc, quand je vois ce chiffre de Netflix avec une telle rétention, eh ben, ça me donne la petite intuition que même si Netflix continue d'augmenter ses prix, les personnes vont peut-être simplement continuer à payer. Notamment qu'en plus, l'inflation va dans leur sens, tous les prix augmentent. Et sur des petits paiements comme ça, je ne suis pas certain que c'est la première chose que vont aller couper les personnes, surtout quand on passe 2 heures par jour à regarder les nouveaux contenus Netflix. Ils précisent tout de même qu'ils sont en compétition évidemment, et que leurs compétiteurs sont évidemment bons. On citera Disney qui est très connu, vous avez aussi je crois HBO, évidemment toutes les télés standards, le câble aux États-Unis, même s'ils perdent pas mal d'élan, et évidemment YouTube, la musique, etc., les podcasts aussi avec Spotify. Bref, il y a de la concurrence, mais rien à dire, ils tirent leur épingle du jeu, et ça c'est clairement vu sur le titre en bourse, et d'ailleurs même sur leurs résultats. Je voulais continuer avec la monétisation, c'est intéressant. 55% des personnes qui s'abonnent prennent l'abonnement avec publicité. Donc ça veut dire que tout le monde n'est pas prêt à payer plus de 15-16 dollars par mois. Par contre, ils sont tout à fait OK à avoir de la publicité. Et c'est intéressant parce que du coup, ça veut dire qu'au-delà des revenus sur les abonnements, Netflix commence à avoir des revenus publicitaires. Et ça, c'est un business model que j'apprécie. Vous savez que j'ai des business en portefeuille qui font clairement de la publicité. On va passer un petit peu au cash flow. Et alors, ils ont annoncé qu'ils allaient continuer à racheter des actions et ils ont autorisé 15 milliards supplémentaires de dollars de rachat d'actions, sachant qu'ils avaient déjà autorisé un premier achat à l'époque. Ils ont acheté déjà 9,9 millions d'actions pour 6,2 milliards de dollars. Et d'ailleurs, si on va voir l'évolution des actions, on va le retrouver, on va aller le regarder ensemble directement dans Shares Outstanding. Je vous fais comme d'habitude la vidéo en direct, j'ouvre les onglets au fur et à mesure. C'est un style de vidéo sur lequel j'ai eu beaucoup de retours positifs, donc on va continuer comme ça. Et des fois, évidemment, je vous ferai aussi des présentations un petit peu plus fondamentales avec une présentation type PowerPoint. Et donc on constate ici qu'ils ont commencé à racheter les actions, si vous regardez, depuis quelques années avec une accélération ces dernières années. Et donc ils doivent réautoriser un package, donc réautoriser un budget pour venir racheter des actions. Évidemment, ça se fera en plusieurs années puisque le flux de trésorerie ne permettrait pas de racheter 15 milliards d'un coup. On voit qu'ils prévoient sur 2025 8 milliards de flux de trésorerie positifs. Donc ça, c'est de la capacité d'autofinancement, du cash qu'on peut utiliser pour réinvestir dans le business et dans leur cas, eh bien, pour racheter des actions. Ils pourraient aussi très bien décider de payer un dividende peut-être un jour ou de racheter une autre entreprise. Donc voilà, c'est du cash disponible et c'est en positif. D'ailleurs, je suis allé vous chercher la marge sur flux de trésor. Ça se calcule aussi, bien sûr, mais je suis allé vous la chercher pour gagner du temps. On est entre 18 et 20%. Et en parlant de ça, on va directement aller voir les flux de trésor, et on regardera le bilan juste après qui était là. Au niveau des flux de trésor, on voit qu'ils ont plus de 7 milliards de cash issus des opérations. Ils ont évidemment pratiquement aucun capex puisque ils n'ont pas d'usine, donc ils doivent investir un petit peu dans les machines, les ordinateurs pour les employés, etc. Et on voit qu'effectivement le gros du cash est passé dans le rachat d'actions. Vous voyez ici qu'ils ont passé 6 milliards en 12 mois glissants, pour en gros un tout petit peu moins de 7 milliards de flux de trésor. Donc tout l'argent passe en rachat d'actions actuellement. Et le bilan, je voulais finir avec ça avant d'aller regarder des graphiques, etc. et de vous faire ma conclusion. On voit qu'ils ont pas mal de cash en stock, 7,8 milliards, un petit peu d'investissement court terme aussi. Un autre point que je voulais vous montrer aussi, une grosse partie de leurs actifs, là 32 milliards, c'est le contenu. Et oui, effectivement, quand on a des marques, du contenu que l'on produit, etc., ça a une valeur si un jour on voulait le revendre. Donc c'est les actifs.
Et enfin, au niveau de la dette long terme, on voit qu'elle a un petit peu baissé et entre le cash et le flux de trésorerie disponible, elle serait tout à fait remboursable. On va maintenant passer sur Finviz. Donc, je voulais vous montrer rapidement une vue d'ensemble du business. Vous voyez que la croissance du chiffre d'affaires sur les 5 dernières années en composé, on est à 13,99%. Donc, cette entreprise a connu une vraie croissance sur son chiffre d'affaires clairement. Et les analyses prévoient pour cette année et les 5 prochaines années entre 20 et 25% de croissance annualisée. Donc clairement, les analyses sont très positives sur ce business. Vous avez des marges brutes, comme on le disait, à plus de 40% et des marges nettes à plus de 20%. Et la marge sur flux de trésorerie dont on parlait tout à l'heure, elle est entre 18 et 20% d'ailleurs. Au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, si on va voir un petit peu en composé ce que ça donne, on voit que sur les dernières années, ils sont entre 14% si on se met vraiment dans les meilleurs moments, donc à partir de 2018-2019. Et si on se rapproche plus de la fin, on voit qu'on est globalement entre 8 et 10-12%. Donc une belle croissance. Maintenant, la question qu'il faudra se poser un petit peu en conclusion et dans votre analyse, c'est est-ce que la croissance va maintenir? Est-ce qu'ils vont arriver à prendre de nouveaux abonnés et ou à augmenter les prix des abonnements? L'avantage de Netflix, c'est que c'est un business qui est assez simple à comprendre. Nombre d'abonnés, prix de l'abonnement et on a le chiffre d'affaires et ensuite il faut regarder les marges évidemment, mais c'est pas un business qui est fondamentalement dur à analyser et je trouve ça assez appréciable et d'ailleurs c'est un bon cas d'étude quand on démarre et qu'on veut apprendre. Juste pour finir sur la valorisation, on est actuellement à un PER de 49 avant ouverture, donc celui-ci va encore monter puisque l'action en pré-marché elle prenait plus 14%, un PER futur à plus de 29 et clairement c'est élevé par rapport à ce qu'on a pu payer à l'époque et un prix par rapport au chiffre d'affaires à 50. Donc l'entreprise sur le papier est chère, mais en même temps elle a eu d'excellents résultats et rappelez-vous à l'époque où il y avait beaucoup de doutes autour du fait qu'ils allaient commencer à interdire les partages de mots de passe pour que les personnes se partagent les comptes, le fait que l'abonnement avec publicité, il y avait beaucoup de négatifs autour de ça, et bien au final on peut féliciter Netflix parce que leur plan a fonctionné, la direction, elle a bien géré le business et ça se retrouve aujourd'hui dans les chiffres, donc bravo à eux. Je voulais rapidement vous montrer aussi visuellement ce qui se passe au niveau de la trésor du rachat d'actions parce que c'est des choses qui peuvent faire peur, mais vous voyez ici, donc si je zoome en plus un petit peu, ce sera peut-être plus simple pour voir. Donc vous avez en vert la dette long terme, vous avez en violet les flux de trésor qui, on voit, sont passés largement en positif là depuis quelques années. Vous avez le rachat d'actions qui a fortement démarré là à partir de début 2023, c'est le bleu ciel avec les bougies qui partent vers le bas, donc c'est l'argent dépensé pour racheter des actions. Et vous voyez aussi qu'ils payent assez peu d'actions destinées aux employés, donc c'est plutôt un bon signe, ils ne se payent pas trop grassement au niveau de la direction. Et ce qui me rassure dans ce graphique, c'est que oui, il y a de la dette long terme, ils ont l'air de la conserver, pas spécialement de vouloir trop la rembourser, mais cependant s'ils le voulaient, entre le cash et le flux de trésor, ils pourraient traiter cette dette sans trop de problèmes. Pour finir sur les valorisations, vous avez ici le prix par rapport au chiffre d'affaires et l'entreprise, elle se paye aujourd'hui 10 fois le chiffre d'affaires, donc beaucoup plus qu'elle a pu se payer comme on le voit ici mi-fin 2022 à l'époque où on en avait acheté. On est quand même sur un x4 au niveau de la valorisation, donc on va pas se mentir, ça se paye plus cher que ça a pu se payer historiquement et je pense que si vous prenez une moyenne historique là sur 10 ans, on doit être entre 5 et 6 pour un prix par rapport au chiffre d'affaires. À savoir qu'un business qui est entre 10 et 15% de croissance, des belles marges autour de 20%, aussi bien marge nette que marge de flux de trésor, un prix par rapport au chiffre d'affaires de 5-6, ça peut se justifier sur ce type de business. Ensuite, prix par rapport au flux de trésor dispo, et puis on fera aussi le PER. Alors là, c'est un petit peu plus dur à juger parce que ça fait pas tant de temps que ça qu'ils ont un prix par rapport au flux de trésorerie qui est positif. Cependant, si on va regarder sur le court terme, c'est un business qui, encore une fois, voilà, se paye un petit peu plus qu'il a pu se payer il y a un an et aujourd'hui, on est à plus de 50 fois. Encore une fois, rien d'étonnant, regardez le comportement de l'action en bourse et effectivement, il s'est très bien comporté. Et dans un ratio de prix, c'est le numérateur, donc le prix de l'action augmente beaucoup plus vite que les fondamentaux, le dénominateur, et bien évidemment que le ratio augmente. Et au niveau du PER, on peut aussi aller le regarder assez récemment et on voit qu'effectivement par rapport à mi-2022 quand on l'avait acheté sur la chaîne, on a quand même fait x3 sur ce ratio de prix. Donc oui, le business se paye un petit peu plus cher qu'historiquement. Maintenant pour ma conclusion, déjà beau business globalement, à l'époque il y avait eu énormément de peur si vous vous rappelez, on disait que le nombre d'abonnés allait baisser, que les marges allaient s'écrouler parce qu'ils n'arriveraient pas à augmenter encore leur prix. Il s'avère que la direction avait raison, qu'elle a bien géré son affaire et que par rapport à quand on l'avait acheté mi-2022 sur la chaîne, l'entreprise s'est très bien comportée. La position était trop petite pour moi, donc comme je vous l'ai dit, donc je l'ai sorti pour des business models aussi que je préférais. Après, j'ai rien contre le business. Ok, il se paye cher historiquement, mais ça peut aussi corriger. Hein. La volatilité en bourse, ça existe.
Ce n'est pas forcément ma thématique préférée en termes de business model par rapport à d'autres entreprises que j'ai en portefeuille. Cependant, il coche quand même beaucoup de cases. Des revenus récurrents, un business model que les personnes ont l'air d'apprécier puisqu'ils continuent à s'abonner et à payer. J'ai un petit peu de mal à voir sur le très long terme ce qui va se passer en termes de croissance de nombre d'abonnés en zone géographique et la capacité à augmenter les prix. En fait, je dirais que c'est difficile pour moi de savoir quelle va être la croissance puisqu'ils proposent un très bon produit, mais j'ai du mal à comprendre tous les leviers et voir ce qu'ils apportent vraiment comme valeur ajoutée. Ils ne sont pas non plus en train de faire des grosses disruptions. C'est un gros business qui croit parce que le produit est bon et honnêtement, je vois pas de problème avec ça. Par contre, je dois faire des choix pour que ça rentre en portefeuille et d'ailleurs, je l'ai au Nasdaq au final, cette entreprise. Donc, je suis quand même exposé dessus, mais d'un point de vue fondamental, j'ai très peu de place en portefeuille et je dois faire des choix. Par contre, si elle se payait à un bon prix, il faudrait faire des projections pour ça, pour savoir où on sera dans le futur afin de réactualiser dans le présent. Pourquoi pas l'avoir en portefeuille? Je vois pas de points vraiment éliminatoires. Entreprise bien gérée et qui performe, et d'ailleurs quand on trouve des titres comme ça dans le marché et qui sont bradés, comme elle l'était à l'époque quand on avait eu un prix de revient unitaire à 277 $, alors que le titre actuellement il est à 869 $ avant l'ouverture, ben, il y a un moment, il faut saisir les opportunités, bravo à ceux qui l'ont fait. J'avais pris ma plus-value, mais au final, je l'ai alloué sur des titres comme Tesla et SoFi, et Tesla et SoFi ont encore plus performé que Netflix. Donc bon, pas de regret de mon côté, mais j'aurais pu la conserver. Le problème, c'est que la ligne pesait, c'était 5 actions, donc ça devait peser un peu plus de 1200 $ à l'époque, et je voulais éliminer ça parce que c'était une ligne trop petite pour moi en portefeuille par rapport au temps que je dois consacrer à la suivre. Et donc pour finir cette longue vidéo et tangente, j'ai remarqué que les vidéos sont d'ailleurs beaucoup plus longues quand je les scripte pas, mais bon, ça fait du contenu différent et puis ça permet aussi de vous montrer des choses auxquelles je pense sur le moment. Alors évidemment, ça fait plus de cuts puisque des fois je prends des pauses de 3, 4 minutes, 5 minutes pour réfléchir dans la vidéo de ce que je vais vous dire après parce que je viens d'avoir une idée, mais je pense que ça fait des analyses aussi intéressantes. Donc sur le long terme, je trouve que c'est un beau business. Je ne l'ai pas en portefeuille parce que je trouve la valorisation actuelle un petit peu trop élevée et je vois d'autres opportunités, je dois faire des choix. Mais rien à dire, bravo à la direction, bravo à eux. Et si les chiffres ne vous choquent pas et que vous la trouvez intéressante, pourquoi pas mener votre analyse et prendre votre décision sur un investissement tel que celui-ci ou un autre d'ailleurs. Au final, rationnel, faire les analyses en amont, savoir combien on veut payer les entreprises pour avoir de la performance dans le temps comme on l'a fait toutes ces années. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode. J'ai hâte de vous retrouver.